Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Allez, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous mensuel M-Parlema, l'émission que vous propose une fois par mois l'association mentonaise Menton Terra Mia, animée aujourd'hui par Jean-Marie Tomasi et Auguste Macari. L'invité du jour, monsieur Yves Juel, maire de Menton et président de la communauté d'agglomération de la Riviera française. Bonsoir monsieur le maire, et nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir et surtout merci d'avoir accepté notre invitation après 8 mois de gestion de la ville de Menton. Au cours de la campagne électorale qui a précédé votre accession à la mairie, au poste de premier magistrat, vous vous étiez engagé à garantir aux Mentonnais une gestion municipale transparente. Et certains électeurs affirment même aujourd'hui que c'est cet engagement qui vous a permis de remporter cette élection. Je ne vous demanderai pas ce soir de revenir sur cette période ni de vous prononcer sur ce point, puisque votre présence à ce micro, pour répondre en toute liberté à nos questions, c'est une première dans l'histoire de Menton et de la radio, est la preuve que sur ce point, vous avez tenu vos engagements. Bonjour Jean-Marie, bonjour Auguste, bonjour Jean-Luc, ravi d'être là avec vous ce soir. C'est vrai, j'avais axé un des thèmes principaux de ma campagne en disant c'est la transparence, c'est la vérité. Alors c'est bien de le dire, c'est encore mieux de le tenir et en effet, je suis d'accord avec vous. Je suis là ce soir avec grand plaisir pour dialoguer avec vous, dialoguer avec les Mentonnaises et les Mentonnais. Encore fallait-il que pour vous interroger sur vos premiers mois de gestion, vous ayez des interlocuteurs qui acceptent de consacrer quelques heures par semaine à l'examen des dossiers municipaux pour d'une part exprimer une opinion sincère et documentée, débarrassée de tout parti pris. C'est ce que nous nous efforçons de faire et de réaliser au sein de Menton Terra Mia, cette association créée en mars dernier. Notre objectif, c'est de contribuer à rétablir un débat démocratique, vous l'avez dit, apaisé, constructif, entre les citoyens désireux de participer au débat public en dehors des périodes électorales. C'est un peu la base de toute démocratie. Pour la première fois depuis de nombreuses années, un groupe d'une trentaine de Mentonnais, implantés dans tous les quartiers de la ville, d'opinions politiques et culturelles les plus divers, décidait de se réunir 3 fois par semaine pour confronter leur point de vue sur les dossiers et les décisions qui engageront l'avenir de Menton au cours des prochaines années. Seule condition imposée à ces débats, ils doivent être impérativement alimentés par une information vérifiée, objective et impartiale. Pas de ragots, ni de fake news, ni d'informations caniveau. Les questions que nous allons vous poser ce soir, que nous avons le privilège de vous poser ce soir, monsieur le maire, sont directement issues de nos débats et des informations récoltées par les adhérents dans les différents quartiers. Mais nos auditeurs peuvent également vous appeler, vous poser ces questions en appelant le 04 93 83 66 84. C'est Jean-Luc qui se trouve au standard de Fréquence Méditerranée et qui répercutera ces questions que, bien entendu, nous vous poserons. Avant d'entrer dans le vif du sujet et du débat, une petite interrogation plus personnelle. Comment Yves Juel a-t-il vécu ces 8 derniers mois? C'est une bonne question. Alors Yves Juel, il les a bien vécus parce que d'abord, il ne se serait pas présenté s'il n'avait pas envie de se mettre au service des Mentonnaises et des Mentonnais. J'ai dit pendant la campagne électorale, mais à la fin, que mon seul parti, c'était Menton. Et je crois que c'est important et c'est vrai. Alors, honnêtement, c'est beaucoup de travail. Je vais être franc avec vous. C'est 8 à 10 heures par jour, mais je ne me plains pas du tout. J'ai dit que c'est clair, mais c'est 8 à 10 heures par jour. J'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe avec des adjoints et des conseillers municipaux qui s'impliquent. Ça, c'est très important. Et surtout, j'ai pris la décision que je ne regrette pas du tout, c'est de déléguer. Et on dit bien, on a un adjoint qui est délégué à l'urbanisme, à la culture, et il faut déléguer. Seul,
c'est pas possible. Alors, il faut avoir bien sûr un nombre de personnes autour de vous, ce qu'on appelle un cabinet modeste, puisqu'il faut être franc, modeste, mais en tout cas avoir des secrétaires qui soient à votre disposition pour prendre les notes, pour travailler. C'est un travail d'équipe. Voilà, un travail d'équipe. Et puis surtout, il faut avoir, ce qui est aussi une chance, des fonctionnaires et des chefs de service très impliqués, motivés, parce que ce que je dis à tous les élus, un élu n'est pas chef de service à la mairie. Un chef de service n'est pas l'élu. Alors, le chef de service propose un certain nombre de décisions, les élus travaillent ensemble, et puis après on tranche. Quand le binôme marche, tout marche. Quand le binôme ne va pas, il faut régler le problème. Et personnellement, alors, c'est dur, c'est difficile? Non, c'est pas dur. Oui, bien sûr c'est dur parce qu'on voit moins la famille, parce qu'on est un peu quand même fatigué, il faut jouer carte sur table. Mais franchement, pour moi, je suis vraiment un maire heureux. Il y a plein de projets qui étaient déjà initiés par mon prédécesseur Jean-Claude Guibal, il faut le dire. J'étais son adjoint pendant plus de 8 ans, surtout à l'urbanisme, pour des projets qu'on a pris en compte et qu'on conduit. Et puis il y a de nouveaux projets, des projets qu'on modifie. Donc il y a beaucoup de choses en cours, beaucoup de dossiers dont on va, je pense, parler. Mais non, je suis un maire heureux et content d'être là. Parfait. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et bien entendu, chacun le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent dans une ville comme Menton, c'est bien entendu le budget. Le premier budget que vous avez voté en avril dernier comportait en section de fonctionnement 65 millions environ de dépenses, dont 33 millions d'ailleurs de frais de personnel, ce qui représente environ 60%. Tout à fait. Un chiffre de 8 points supérieur à la moyenne nationale, en particulier des Alpes-Maritimes. Exact. Et en section d'investissement, 25 millions que vous avez voté, ce qui impliquait une augmentation de 5 points de la part communale de la taxe foncière, qui se traduit aujourd'hui, les auditeurs qui nous écoutent le savent, par une hausse de 15 à 20%. Oui, la description est exacte, donc vous êtes d'accord avec ce chiffre? C'est à peu près ça. Je vais même être parfaitement objectif, ce qui prouve la transparence. Je vais dire que quand on calcule à l'arrivée sur sa feuille, ça fait même un peu plus. Vous voyez, je suis honnête avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez la part communale, et là vous avez raison, c'est entre 15 et 18%. Mais à ça, il faut ajouter l'augmentation qui a eu sur les bases de l'État qu'on ne maîtrisait pas, qui font que de 15%, on est passé en effet vers 18%. Il y a ensuite la taxe des ordures ménagères, qui n'a pas augmenté. Il y a la taxe de la communauté d'agglomération, et puis il y a la taxe GEMAPI. Alors GEMAPI, personne ne sait ce que c'est, sauf que c'est tous les investissements qu'on fait pour reconstruire la vallée de la Roya. À l'arrivée, on est plus proche de 20 à 22%. Mais il faut être clair, il faut dire la vérité. Absolument, c'est ce qu'on essaye de faire. Exactement. Et c'est ce qu'on... Alors, pour ramener ça, si vous voulez, ça fait en moyenne, j'ai bien en moyenne, entre 10 et 15 euros à peu près par mois en moyenne. Alors, une fois encore, c'est que la taxe foncière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont exemptés. Tout le monde, malheureusement, n'est pas propriétaire. On aimerait bien que tout le monde soit propriétaire, mais tout le monde n'est pas propriétaire. Et ça ne concerne pas le foncier non bâti, puisque ça ne concerne que le foncier bâti. Et la taxe d'habitation, elle a été supprimée. Elle a été supprimée pratiquement en totalité. C'est-à-dire qu'il y a en gros à peu près un peu plus de 25% des Mentonais et des Mentonais qui subissent cette... Alors sur ce point, nous n'allons pas revenir en arrière. Vous aviez donné des explications sur les raisons qui vous conduisaient à augmenter les impôts locaux. Par contre, j'aurais une question un petit peu plus actuelle à vous poser. Nous sommes dans un contexte où les dépenses imprévisibles... Quand je dis imprévisible, c'est pas imprévisible par manque de prévision, c'est imprévisible parce que les événements les rendent imprévisibles. Elles sont nombreuses. J'en citerai 2. L'augmentation du point d'indice des charges de personnel, d'où ma remarque de tout à l'heure, avec une charge de personnel équivalent à 60% du budget, c'est pas négligeable quand on augmente ses charges de 3,5%. C'est ce qui a été décidé par le gouvernement. Et bien entendu, l'augmentation du carburant, les assurances aussi. Les assurances également, tous les fluides, mais surtout le carburant qui va impacter considérablement le budget municipal. Alors la question que je vous pose, est-ce que vous pourrez tenir vos engagements, les engagements budgétaires, tout ce que vous aviez prévu de faire, et
le compte administratif que vous présenterez en 2023 aura-t-il de bonnes ou de mauvaises nouvelles ? Bon, alors, je vais être franc aussi, comme d'habitude et comme toujours avec vous. D'abord, je voudrais dire que l'augmentation de l'indice du taux des fonctionnaires, c'est vrai qu'on l'a anticipé, on l'a prévu, mais je dirais que c'est normal que les fonctionnaires aient augmenté. Moi, sur le fond, ils le méritent, franchement. L'État ne savait pas encore quel serait le pourcentage, mais moi, je suis content, dans une certaine mesure, qu'ils aient augmenté parce qu'ils le méritent. Bon, par contre, c'est sûr qu'il faut l'intégrer. Alors, on a fait, et on va vérifier de très près, tout ce qui est un peu heures supplémentaires. Une fois encore, quand les gens font des heures supplémentaires, la plupart les font parce qu'elles sont demandées, parce qu'elles sont justifiées. Mais enfin, il faut quand même être très vigilant sur les heures supplémentaires. Et puis, il faut dans certains cas essayer de rationaliser dans les services. Quand quelqu'un part à la retraite, on n'est pas forcément obligé de le remplacer. Mais tous ces effets, ça va se voir sur 1 an et demi, 2 ans, donc pas sur ce budget-là. Pour les autres taxes, pour les autres raisons d'augmentation, alors vous avez bien évoqué en effet le gasoil, l'essence. Bon, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de plus. J'inclus les fluides. Je prends un exemple. Il y a 5 ans, et j'étais tout à fait d'accord en plus avec lui, on a décidé de changer le chauffage du Palais de l'Europe. C'était au fioul, on est passé au gaz. À l'époque, on pensait faire une bonne affaire. Est-ce qu'on a fait une bonne affaire aujourd'hui ? Oui, sûrement. Non, bien sûr que non, mais on ne pouvait pas prévoir. Donc toutes ces dépenses ont été anticipées et calculées. Et je voudrais quand même rajouter qu'on a également décidé de faire un emprunt pour justement pouvoir faire nos investissements. Quand on a fait l'emprunt, je me suis engagé, j'ai dit, vous savez, on le fait pourquoi tout de suite aujourd'hui ? Parce que je ne suis pas sûr que dans 6 mois, les taux qui sont encore très bas resteront les mêmes. Et je suis content qu'on ait fait cet emprunt, parce que les taux ont pratiquement doublé depuis 6 mois. Alors voilà, on a anticipé. On peut dire qu'on n'augmentera pas les impôts l'année prochaine. La semaine, les pauvres, là, ça, c'est une information importante. Semaine, ils vont avoir peur. Là. Non, l'année prochaine. L'année prochaine, bien sûr. On prendra les décisions qu'il faut, et puis on pourra continuer à investir de façon tout à fait raisonnée dans Menton. Voilà. Alors, cette augmentation considérable des impôts locaux, il faut le rappeler quand même, pendant une dizaine d'années, même un peu plus, 13 ans, la ville de Menton n'avait pas, les contribuables mentonnais avaient été... il n'y a pas eu d'augmentation. Il n'y a pas eu d'augmentation. Si on regarde bien, vous savez, l'augmentation qui a été faite, ça correspond en gros à l'évolution du coût de la vie. Quand on prend le montant des impôts du foncier il y a 13 ans ou 14 ans, et quand on voit de combien l'augmentation du coût de la vie, on s'aperçoit, si vous voulez, que quand on prend le même indice, on arrive à peu près à ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire que... Alors c'est sûr que on aurait pu, j'avais d'ailleurs demandé à Jean-Claude Guibal, parce que j'étais adjoint en finance à l'époque, donc j'assume doublement plus. En 2020, je lui avais dit, écoute, je crois qu'il faut quand même raisonnablement, on va rentrer dans des périodes compliquées, on était en plein dans la crise Covid, bon, il n'y a pas la guerre de l'Ukraine, c'est sûr. Et bon, à un moment, il avait validé, en plus ça a été changé, et j'ai assumé, c'est normal, mais je pense que si ça avait été fait, la hausse aurait été un peu moins forte. Enfin, ça c'est le passé. C'est le passé. On assume, et maintenant on part de l'avant. Alors, l'avenir, parlons de l'avenir. L'avenir, c'est bien entendu pour les Mentonnais, d'abord l'ouverture de ce fameux 5 étoiles qu'on attend depuis, je dirais, 60 ans. Parce que quand j'étais jeune, bon, je le suis beaucoup moins maintenant. Quand même. Je vous garantis que depuis 60 ans, on parle de cet hôtel 5 étoiles. Bon, revenons plus sérieusement aux réalités actuelles. Cet hôtel 5 étoiles, est-ce qu'on peut faire le point sur la date d'ouverture Alors, commençons par le gros œuvre. Le gros œuvre. Le gros œuvre sera prêt quand ? Alors, le gros œuvre devrait être terminé fin de cette année, le gros œuvre début de l'année prochaine, et l'hôtel, sauf coup de théâtre et sauf problème, devrait être terminé pour au mieux juin-juillet 2024, et sinon à l'automne 2024. Voilà. Donc, les dates. Ouverture de l'hôtel en 2024. Donc entre juin et septembre. Alors, je rappelle simplement que quand j'ai été élu, parce que j'ai été comme une première fois maire au sein du conseil, puis ensuite on est reparti, j'en suis ravi d'ailleurs devant les électeurs mentonnaises et mentonnais, l'hôtel était arrêté. Oui. Les grues avaient été enlevées. Bon, on est intervenu auprès à la fois de l'investisseur et auprès de la société Bouygues, puisque ils font les travaux. J'avais dit que la grue serait remise, la grue a été remise, les travaux ont repris, et maintenant il suffit de regarder, les étages montent, les banches de béton avancent, donc voilà, les délais sont ceux-là.
Normalement, le groupe qui est prévu pour la gestion, mais bon, je le dis parce qu'on. Alors, c'était la deuxième question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on connaît maintenant le groupe qui va être l'exploitant de cet hôtel? Pas définitivement. Il semblerait que ce soit le groupe, une filière, enfin que ce soit le groupe intercontinental, c'est ce qui nous est dit. Maintenant, bon, là, je suis franc, ça peut éventuellement évoluer. En tout état de cause, ce sera comment dire, un grand qui sera. Alors pourquoi un 5 étoiles? Parce qu'on peut se dire, après tout, ce qui est important d'avoir un 5 étoiles, c'est que si on veut faire venir des congrès, si on veut faire venir des investisseurs sur Menton, vous avez des sociétés qui organisent tous les congrès, et c'est important pour le commerce local, qui ont besoin d'avoir sur la ville des 2 étoiles, des 3 étoiles, des 4 étoiles, mais aussi un 5 étoiles. Et on a perdu et on perd des congrès parce que dans la palette que l'on offre d'hôtels, nous n'avons pas de 5 étoiles. Et puis un 5 étoiles, on a comment dire, Monaco qui n'est pas très loin, et quand Monaco est plein, eh bien, c'est bien que les gens viennent. Ça déborde sur Menton. Ça déborde sur Menton, voilà. Très bien. Donc, date d'ouverture retardée de quand même presque 2 ans. 2 ans, il y a eu la Covid, il y a eu, je pense, quelques problèmes dans lesquels je ne veux pas rentrer, qui ont fait que, à un moment, il n'y a plus la grue. Maintenant, tout ça, c'est réglé. On n'a jamais eu d'explication vraiment tangible sur ce point. Des difficultés de la part du constructeur? Difficultés, non, mais je pense que, vous savez, quand il y a eu la Covid, tout le tourisme, toute l'hôtellerie et même le bâtiment, le BTP a été très impacté. Bon, c'est sûr que ça n'a pas joué. Et après, tout le monde s'est mis autour d'une table et a souhaité régler le problème. D'accord. Le chantier, d'ailleurs, fonctionne tout à fait à plein. Regardez, ça monte bien. Est-ce que, petite question, est-ce que vous souhaitez appliquer les retards des pénalités de retard, ou est-ce que... C'est une bonne question, parce qu'en effet, il n'y a pas de raison. Alors, on a trouvé un compromis qui est celui-là, c'est qu'il y a un bail amphithéotique qui avait été signé avec donc l'investisseur, et on a simplement considéré qu'on ne voulait pas le mettre en difficulté maintenant, mais qu'inversement, il devait participer à ce retard, et donc le bail a été reprolongé de 3 ans, de telle manière que, alors je ne serai plus là, ni vous, on ne le verra pas, on ne sera plus là tous les deux dans 70 ans, mais en tout cas, la fin de paiement des loyers ne s'arrêtera pas, et elle sera prolongée de 3 ans. Voilà. D'accord, donc les pénalités seront reportées sur les dernières années. En fin de contrat, mais l'avenant a été signé. Alors voilà pour ce dossier, je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Vous pouvez nous indiquer le nombre d'emplois créés? 80. Enfin 80, pareil, il y a quelques... Vous savez, c'est en fonction... Il y a 100 chambres, soit 80 chambres et 20 suites. Et après, il y a des ratios en fonction du nombre de chambres. Il y aura 2 restaurants, un spa... un bar, enfin des boutiques, ce sera vraiment à 5 étoiles. Des emplois très qualifiés, de qualité? Il y aura ça ira du directeur, des managers, de ce qu'on appelle le back-office dans les hôtels, aux femmes de chambre, qui est un métier au demeurant très respectable, les gouvernantes, enfin bref, il y aura environ 80 emplois de créés. Très bien. Parfait. Alors, un autre dossier qui intéresse beaucoup la population mentonaise, c'est celui des nouvelles plages, des plages privées et de la fameuse DSP. Je sais que vous y êtes attelé depuis de nombreux mois. On entend tout et son contraire. Le tout et son contraire. Et donc, le moment est venu peut-être de faire le point. Alors, le moment est d'autant... Merci de cette question, parce qu'en plus, cet après-midi, pendant 2 heures, j'avais une réunion dans laquelle j'ai reçu, avec les services de la ville et d'autres élus, j'ai reçu tous les plagistes qui sont actuellement en place, si je peux dire, pour justement leur expliquer un peu ce qui allait se passer. Alors, apportons une petite précision à nos auditeurs, n'est-ce pas? Ces plagistes ont une concession qui leur est concédée jusqu'à cette année, en principe. C'est pas tout à fait ça. Je vais expliquer. Pas tout à fait. Le dossier est très complexe et les avis sont souvent... mot. D'accord. D'abord parce qu'ils m'écoutent, donc si je dis le contraire de ce que j'aurais dit cet après-midi, ils ne vont pas apprécier. Alors, allons-y. Alors, l'État a concédé à la ville de Menton en 2005 une concession de 30 ans. L'État a concédé à Menton. Donc Menton est concessionnaire des plages jusqu'en 2035. D'accord. Ensuite, la ville de Menton a mis en délégation de service public, en DSP, ces plages la première fois pour une durée de 15 ans. 2005 plus 15, 2020. 2020, on était dans une période à la fois de Covid, une période entre guillemets électorale, bref. Mon prédécesseur Jean-Claude Guibal, et je pense avec juste raison, a demandé un avenant qu'on prolonge d'1 an, ces 15 ans qui passent à 16. Ensuite, un deuxième avenant qui passait à fin 2022. Là,
L'affaire, elle était réglée 2022. À partir de là, on devait relancer, ce qu'on est en train de faire, une nouvelle DSP pour redonner de 2023 12 ans de concession, donc de délégation de service public. Donc, et pour ça, il y a des règles très strictes. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui est établi. Il est en cours, il est presque fini. Ce cahier des charges va être validé par les services de l'État, les différents services, pour qu'on soit bien d'accord sur toutes les réglementations, les règles qui ont évolué depuis 2005. L'objectif, c'est que ces plages puissent ouvrir 48 semaines par an, sans qu'elles soient démontées à chaque fin de saison et remontées après. Puisque la règle aujourd'hui, sur des plages privées, en délégation de service public, c'est qu'à la fin de la saison, les plages doivent être démonter pour redonner l'espace, public, le matériel stocké, et ensuite que tout soit remonté fin mai, avril ou fin mai pour recommencer la saison. Ça a un coût. Bon, c'est évident. Et comme nous sommes à Menton, nous ne sommes pas sur des plages, je dirais, naturelles, ce sont des plages artificielles dans la baie de Garavan, et là, Jean-Claude Guibal avait très bien, négocié. Donc, ce contrat nous permet d'obtenir l'ouverture pendant 48 semaines, et pendant ces 12 ans, les gens qui seront en place quand la compétition entre guillemets aura eu lieu, les choix auront été faits, n'auront pas à démonter à chaque saison. Ça, c'est le premier point. Le cahier des charges, il va être validé par l'État dans les jours qui viennent. Il sera à disposition à partir du 15 à partir de la mi-octobre, de telle manière que les gens qui souhaitent partir en concurrence pour la délégation de service public puissent retirer ce cahier des charges. À partir du 15 octobre. Même nombre de plages, même où? Non, on passera, on passe de 11 à 9. Voilà, il y aura 9 emplacements. Il y a 2 endroits où on a, pour des questions techniques et des questions en fonction, je dirais tout bêtement, quand il y a des marées, quand la mer monte, à certains moments où il y a des périodes un peu comment dire, de tempête, donc on s'est arrangé pour que la surface qui soit attribuée à chacun soit plus équitable. Donc il y aura 9 plages qui seront donc... Et le reste restitué en plage publique alors? Non. Il y avait 11 espaces, il n'y en aura plus que 9, mais la surface totale restera la même, sauf qu'au lieu d'être en 11, elle sera en 9. Parfait. Donc le 15 octobre, ils viennent chercher les dossiers, avec un cahier des charges très clair, très net, très précis. Ils ont 2 mois pour faire leur copie, si je peux dire, donc donner tous les documents administratifs, présenter le concept de la plage, les garanties financières, enfin bref, remplir tous leurs dossiers, déposer avant le 20 décembre. Ensuite, il y a une commission qui va se réunir en début d'année, comprenant des élus, des fonctionnaires, des membres du service de l'État, et puis qui va ouvrir les dossiers et regarder. Critères de fonctionnement, critères de sélection plutôt? Critères de sélection, il y aura de très nombreux critères qui seront demandés, mais c'est... le concept de la plage, quel est le concept de présentation de la plage, l'expérience de tenue d'une plage, les garanties financières, le nombre d'emplois créés, et voilà. Donc c'est un ensemble de manière à ce que l'on puisse vraiment réélever, si vous voulez, le niveau d'offre qui va être donné, le respect des contraintes architecturales demandées par l'architecte des bâtiments de France. Bref, il y aura une dizaine ou une quinzaine de critères très précis. Ensuite, on va regarder. Alors c'est vrai, sur un lot, s'il y a une seule personne qui répond, c'est lui qui gagnera. S'il y en a 3, on pourra dans certains cas avoir des entrevues pour rediscuter avec les uns et les autres et faire le meilleur choix. Et je précise ce que je leur ai dit cet après-midi, ce choix se fera en toute objectivité. Celui qui a le meilleur dossier gagnera, point barre, rien d'autre. Parfait. Donc je crois qu'on a été très complet sur ce problème qui était effectivement un problème qui a agité beaucoup les esprits ces derniers temps, à juste titre d'ailleurs. Alors, si vous le voulez bien, nous allons aborder maintenant d'autres dossiers, et en particulier un dossier qui lui aussi pose de nombreuses interrogations, c'est celui du port de Garavan. La fameuse SPL, la société du port de Garavan, dont on n'a pas toujours bien compris, enfin du moins c'est ce qui nous a été remonté, on n'a pas toujours bien compris le mode de fonctionnement. La ville y figure comme actionnaire majoritaire, bien entendu, 80%. Avec le département 20%. Ouais. Donc la ville est majoritaire et ce port lui a été en quelque sorte rétrocédé par une société privée. Oui, exact. Cette société privée arrivait à la fin de sa concession qui était de 50 ans, et soit c'est la ville qui
le récupérer, si je peux employer l'expression, assez vite et en régie, parce qu'à l'époque, la SPL n'existait pas. Et si on ne le faisait pas, ça risquait de repartir au niveau de l'État, et ça aurait été quand même dramatique que Menton se prive de ces 2 ports. Il y a quand même 2 ports à Menton. Il y a le port de Guiravan, mais aussi le Vieux-Port. Quand on parle de la SPL, elle gère les 2 ports. Donc, ça a été pris en régie. Ensuite de ça, il y avait plusieurs façons. Soit on le maintenait en régie, soit il pouvait être mis en délégation de service public, un peu comme les plages, hein, sauf que c'est pas la même durée, c'est sur 30, 40 ou 50 ans. Soit il était créé une société publique locale qui avait différents intérêts. L'intérêt, c'était d'avoir une certaine souplesse dans la gestion, puisque c'est presque une gestion un peu privée, comme une société privée. C'est le choix qu'a fait Jean-Claude Guibal, et d'ailleurs que tout le monde a validé, moi le premier à l'époque, de créer une SPL. Ça, c'est le premier point. Après, il fallait que la SPL ait des administrateurs, qui sont donc des élus de la ville et un élu du département, un président qui est élu par les administrateurs, et puis après, il fallait choisir et adapter la gestion. Donc il fallait un directeur ou une directrice, et puis après avoir des maîtres de port, des mariniers, enfin bref, il y a en gros 25 du personnel qui gère les ports, comme c'était d'ailleurs le cas avant. Beaucoup de personnes qui étaient dans la gestion présente avaient été qui étaient passées en régie par la ville et ensuite ont reparti à l'ESPL, et puis il y a d'autres embauches ou d'autres nominations. Bon là, on va rentrer, je dirais, une fois encore dans la vérité. La directrice de cabinet de Jean-Claude Guibal, qui était sa belle-fille, Céline Giudicelli, était sa directrice de cabinet depuis très longtemps au niveau de la mairie, et la loi sur le cumul emploi-famille étant tombée, elle ne pouvait pas rester à ce poste. Bon. Donc elle a été embauchée, enfin elle a été nommée à la direction générale de la SPL. Bon, très bien, pas de problème. Et puis voilà, ça c'est la première phase du dossier. Disons que quand la campagne est arrivée, je l'ai dit de façon très claire, donc je le répète ce soir, si elle était restée à s'occuper que de gérer la SPL, ça n'aurait pas été trop grave. Sauf qu'elle a un peu, à mon avis, confondu la SPL et qu'elle était encore gestionnaire d'une grande partie de la mairie de Menton. Ça, je ne suis pas le seul, de certain nombre de personnes n'ont pas pu l'accepter. Donc, je dis très clairement que si les Mentonaises et les Mentonais me faisaient confiance, on changerait les administrateurs, on changerait la gouvernance de la SPL, et la ville de Menton ne prendrait plus ses ordres au port de Guiravan. C'est ce qu'on a fait. On a réélu de nouveaux administrateurs. Alors 2 fois, puisqu'il y a une première élection au sein du conseil, une deuxième devant les Mentonais, donc je prends que la dernière, donc il y a eu 4 administrateurs d'élus, un président de la SPL qui est M. Mathieu Messina, et c'est ce président, avec toute son équipe, eh bien, ils ont entrepris un certain nombre de décisions, je dirais, salariales, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été licenciés, mais licenciés dans les normes, en respectant bien évidemment toute la législation. Après, les gens l'acceptent ou l'acceptent pas, c'est plus à moi de juger. Donc, Mme Céline Giudicelli n'est plus directrice, elle a été licenciée des ports de Menton. Alors, en dehors de cet aspect-là, Mathieu Messina, le nouveau PDG du port, a entrepris également, a lancé un audit sur les installations portuaires. Et les premiers résultats, pour les informations qui nous sont parvenues, les premiers résultats concernant cet audit, qui est un audit technique, hein, c'est-à-dire qui ne s'occupe pas des problèmes, des problèmes administratifs, etc. L'audit technique donne des résultats, à première vue, assez inquiétants. Alors sur ce plan-là, on nous parle de chiffres qui sont quand même... Alors là, il faut être prudent en effet, parce que d'abord l'audit, il sera terminé dans 3 semaines, un mois, définitivement. Fin novembre, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, peut-être, mettons au plus tard, mettons fin novembre. Donc moi, tant que j'ai pas l'audit entre les mains, et M. Messina régit de la même manière, je me prononce pas. Ça serait d'ailleurs pas honnête. Bon, il y a par contre eu déjà un audit qui avait été fait avant, au moment où c'est passé de la passation, un audit qui a été fait, et ensuite un certain nombre d'études qui montraient qu'il y avait des travaux relativement comme importants qui seraient à faire dans le port de Menton, aussi bien au niveau des quais, au niveau du désensablage, au niveau de l'enrochement, etc. Qui n'a pas été, ça n'a pas été fait. Entretenu depuis 60 ans. Entretenu, mais ce qui était ce qui a été imposé problème dans les différentes discussions et la fameuse délibération qui a un peu mis le feu aux poudres au conseil municipal avant les dernières élections, c'est que quand on récupère un port et qu'on dit qu'il est en parfait état et qu'il n'y a rien à faire, si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Donc
voilà, j'attends l'audit. L'audit nous dira ce qu'il y a à faire et puis la SPL prendra ses décisions, sachant que les gens travaillent beaucoup actuellement, ils travaillent aussi avant, hein, je ne vais pas leur jeter la pierre, ils travaillent beaucoup actuellement, et puis que l'ambiance est nettement meilleure et moins tendue dans les ports de Menton. Voilà. Parfait. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Et rendez-vous est pris le jour où vous aurez l'audit fin novembre pour voir un peu quelles seront les actions que vous entendez mener dans ce domaine-là. Enfin, attends, que j'entends. Que la SPL, il faut bien dissocier les deux. Hein. Oui. Que le président de la SPL et son conseil d'administration mèneront, bien évidemment, on est représenté. Puisque... Mais on le rappelle, la ville est actionnaire à 80%. Donc par conséquent, c'est quand même, vous aurez certainement votre mot à dire. J'aurai mon mot à dire, c'est sûr. Parfait. Je me tourne vers mon ami Auguste pour voir s'il a des questions à poser complémentaires. Oui. J'espère. Sur ce plan-là. Moi, ce sont les projets qui m'intéressent. Les projets. Alors là, on passe. Donc, nous avons terminé avec le dossier du port de Garavan. Pas de questions sur ce sujet? Non, parce que la question que je pourrais poser n'est pas pertinente en ce moment. On pourra la poser plus tard. D'accord. Alors, on y répondra plus tard. Donc, je pense que Auguste souhaite aborder un autre problème qui est l'aménagement de la baie Ouest. Alors, l'aménagement de la baie Ouest, rien que certains auditeurs qui entendent l'aménagement de la baie Ouest vont certainement se dresser sur leurs ergots parce que cet aménagement avait valu à l'époque de Francis Palmero, je pense d'ailleurs que son échec, à mon avis, je pense que ça va. Donc je pense que tous les maires qui se sont succédés depuis Francis Palmero ont évité d'aborder le sujet. Donc je cède la parole à Auguste pour l'aborder avec vous. La baie Ouest, les quais de la baie Ouest, date de la fin du 19e. Ça fait pas mal de maires quand même qui se sont succédés. Et pourtant, ça a toujours été la grande oubliée. C'est vrai. C'est la grande oubliée. Écoutez, elle n'a pas changé d'aspect général depuis cette époque-là, depuis qu'elle est née. Alors, juste encore, avant que vous répondiez, monsieur le maire, des études ont été lancées sous l'ancienne administration, je dirais, de la ville. Je pense que ces études sont toujours en cours pour créer des plages, lesquelles plages protégeront la promenade. Je répondrai après, j'écoute. Qu'enfin, peut-être, la baie Ouest aura une nouvelle jeunesse, une requalification, pour employer le terme, qui fut employé à l'époque par votre prédécesseur. Alors la question. Donnez-nous des indications. Alors, la baie Ouest qu'on appelle dans le langage technique le troisième casier. Ce qui ressort, pourquoi le troisième casier, j'en sais rien, mais enfin bref, ça ressortait dans tous les documents techniques. La baie Ouest, le vrai problème de la baie Ouest, c'est que quand on a des épisodes, je dirais, méditerranéens qui sont de plus en plus forts, bon, on s'aperçoit que l'eau, non seulement elle passe au-dessus des bordures de trottoirs, mais on a le droit aux cailloux, on a le droit au sable qui vont jusque dans les jardins des maisons d'en face. Oui, sans compter l'effondrement des trottoirs. Exactement. Et d'une partie de la chaussée. Et tout à fait. Qu'on va régulièrement. Enfin, je pourrais dire la chance que l'on a, ce serait méchant de dire ça, c'est que c'est une voie dont s'occupe le département, donc ça coûte moins cher à la commune au niveau de la voie. Mais enfin, là, je dis ça, bon, c'est un peu, non pas ironique, mais c'est comme l'avenue de la Porte de France, pareil, c'est une route départementale. Mais bref, donc, on a actuellement, en délégation également de service public, on a trois endroits où on pourrait faire des plages privées, bien évidemment qu'on ne peut pas faire pour les autres qu'on vient de voir. Le seul essai qui a été fait cette année, c'est pour les jeunes, la Pichun Playa qu'on a, mais bon, c'est un essai, on a ça, on essaie. Le problème, c'est d'arriver à avoir les études continues. Aucun problème. On en a encore reparlé la semaine dernière avec la sous-préfète et c'est dans tous les dossiers. Sauf que toutes les décisions pour avancer, il faut avoir l'accord de ce qu'on appelle la DREAL, c'est la direction de l'environnement qui est à Marseille et qui gère donc tout le sud de la France. Et là, ça devient, je dirais, un État dans l'État et il y a 3 hypothèses possibles. Soit on fait un enrochement, une digue sous-marine de rochers au large pour casser tous les courants. Ce qui a été fait après le casino. Exactement, mais il faut la prolonger pour pouvoir justement protéger. Absolument.
Et là, on nous explique qu'on se heurte à des tas de problèmes par rapport à la faune, par rapport aux Posidonies, ce que je veux bien croire d'ailleurs. Mais dans les études, au fur et à mesure qu'on démontre que c'est pas tout à fait vrai, on nous demande d'en faire d'autres. Ensuite, il y a deuxième solution, c'était d'augmenter l'enrochement qui est contre le trottoir, c'est-à-dire qu'on ait, mettons, 3 mètres d'enrochement, qu'on ait 5 ou 6 mètres, mais à ce moment-là, ça mord sur les plages de l'autre côté et ça ne règle pas le problème. Et la troisième solution qui était demandée, qui est une aberration, c'était de monter une protection, donc en gros d'avoir un mini-mur de Berlin le long de la promenade, si bien sûr n'est pas envisageable. La seule solution logique pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse avoir des plages, c'est la digue sous-marine. Donc ça veut dire que ça continue, simplement. C'est un dossier aujourd'hui qui est pris en main par c'est un dossier communautaire, parce que ça touche Menton, ça touche Roquebrune. Donc c'est la CARF. Et en tant que président de la CARF, j'ai dit encore à la sous-préfète, ce qu'avait d'ailleurs fait mon prédécesseur, là de ce côté-là, ça avait suivi, c'est de dire, attendez, soit on a une chance, plus on avance, si les études sont favorables, qu'on puisse le faire, mais si à la base, quoi qu'on fasse, vous nous dites non, c'est pas la peine qu'on a dépensé des centaines de milliers d'euros dans les études. Donc on en est là. Pour l'instant, on attend le feu vert, soit pour continuer les études et faire cette option, soit de nous dire, quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas l'autorisation, et là, ça va poser un problème, mais voilà exactement où on en est aujourd'hui. J'ajoute un mot, c'est d'autant plus grave que sur cette partie, qu'on connaît tous bien, on a une implantation hôtelière importante. On a plusieurs hôtels, 3 étoiles, 4 étoiles. Absolument. Absolument. Donc c'est pas normal que sur cette partie-là, les gens aient du mal à se baigner, qu'il n'y ait pas de plage, et on se rappelle tout de ce qui est arrivé à l'Elsa Plage, qui était à la limite entre Roquebrune. On avait permis à des gens de pouvoir faire un aménagement, mais qui était béton sur rocher, et un restaurant, on mangeait d'ailleurs très bien, entre parenthèses. Et on a obligé ces gens-là, du jour au lendemain, à tout casser, à tout déménager, à remettre en l'état, puisque c'était l'expression, et depuis on en est là. Donc on se bat pour savoir comment ça va avancer. Espérons que ça aboutisse, parce que vraiment, c'est préjudiciable pour Menton. Alors une question se pose, est-ce qu'on pourra avoir prochainement des plages privées sur la baie Ouest? On a le droit, on a 3 endroits où on peut théoriquement en faire. On a sur des dossiers, sur les plans, il y a 3 endroits où on a une concession qui nous est faite. Où demain, il n'y aurait pas ces problèmes, on pourrait très bien donner en délégation de service public 3 plages sur la baie Ouest. Mais on va les donner pour qu'ils aient 3 mètres carrés de plage, et c'est pas raisonnable. Personne ne viendra et on peut pas leur faire ça. C'est nécessaire de terminer les plages jusqu'au bout. Il faut continuer ces digues, c'est la seule solution. Espérons que vous allez y arriver. Alors, continuons sur les problèmes d'aménagement. On passe à l'aménagement à l'est, donc de la baie Est. On passe à l'aménagement de la baie Est et l'aménagement du Rondelli. Ça, c'est un problème qui, depuis des années, perdure. Ce stade Rondelli est devenu, à certains moments, un véritable dépotoir, ce qui est, pour probablement le plus bel emplacement de Menton et probablement le plus bel emplacement, le plus beau terrain de toute la Côte d'Azur, au pied de la vieille ville, est quand même un peu dommage. Alors sur ce plan-là, on entend beaucoup de choses, parce qu'avec la construction du stade, de l'hôtel 5 étoiles, bien évidemment, tout ce quartier devra être réaménagé pour pouvoir satisfaire la clientèle qui va fréquenter cet établissement, bien entendu. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui est prévu, monsieur le maire, sur ce plan? Qu'est-ce qui est du domaine des propositions et qu'est-ce qui est du domaine des réalités? Alors, déjà, pour commencer, une fois encore, mon prédécesseur Jean-Claude Nival, j'étais à l'urbanisme à l'époque, avec juste raison, avait demandé à des bureaux d'études de réfléchir justement sur cet aménagement. Mais ça n'englobait que, je dirais, ce qu'on appelle en effet le stade Rondelli et le parking où se situe donc le Super U, toute cette partie-là. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à ce qu'on inclue dans cette étude tout ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire le 5 étoiles, le stade, pour l'instant, Lucien Rhin, la maison Farado, le parc du Pion au-dessus, et en étudiant forcément les possibilités qu'on ait, soit si on enlève les parkings qu'on veut végétaliser, il faudra bien remettre des parkings quelque part, parce que aujourd'hui, dire qu'on supprime tout ce qui est remplacement de parking actuellement où se trouve le parking des supermarchés et le stade Rondelli, je vois pas comment les gens vont venir voir à la plage, donc il faut impérativement qu'on ait des parkings. Donc on a demandé à cette étude qu'elle soit donc étendue à cet espace. Elle est en cours actuellement. Elle est en cours actuellement, il y a déjà plusieurs réunions. L'idée de base,
il y a 3 hypothèses possibles. Quoi qu'il arrive, le stade Rondelli, l'emplacement, il y a le parking, tout ça sera transformé entièrement en végétal. On déminéralisera l'ensemble. La seule chose qu'on gardera bien évidemment, c'est les arbres du square de Baden-Baden, et il y aura toujours le jeu de boules qu'on n'enlèvera pas. Voilà, quitte à le déplacer. Bon, en tout cas, bien sûr, on gardera les arbres. Donc tout ça sera passé en végétal de façon, je dirais, complète. Après, il y a 2 solutions. Soit on laisse le supermarché tel qu'il est là, mais on crée de toute façon un parking sous, je dirais, la voie. On crée un parking en souterrain. Voilà. C'était ce qui était prévu, je parle des premières mesures. Exactement, un parking en souterrain. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va réfléchir éventuellement à... S'il n'y a pas d'utilisation complète du stade, à voir si on peut s'entendre avec les équipes de football, parce que vous savez qu'on en a 2, c'est pas très simple à Menton. On a le Rapide et on a le Ça, c'est un autre débat sur lequel nous ne reviendrons pas aujourd'hui. On verra plus tard, mais en tout cas, il est clair qu'il faut impérativement qu'on ait des stades où les jeunes jouent. Alors, il y a 2 stades, il y a un Saint-Roman, l'autre stade du Val-d'Anneau qu'on doit entièrement rénover. Bon, s'il y a un accord et si on arrive, après concertation, à se dire, après tout, on ne gêne pas, on n'empêche pas les gens, au contraire, de jouer, mais on prend cet emplacement, c'était de faire remonter le supermarché à cet endroit-là. On aurait donc l'hôtel 5 étoiles, un supermarché qui ne sera pas forcément Super U, mais toujours... Le supermarché à côté du 5 étoiles, c'est pas gênant. Apparemment, c'est un petit centre commercial et qui sera de surface, disons, c'est à peine un étage, hein, et un multiplex de cinéma entre Faraldo et le supermarché, avec un parking souterrain en dessous. On a une composition, mais ça, une fois encore, c'est des études. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas combien ça va coûter. Je ne sais pas comment vont réagir les gens. Je ne sais pas comment vont réagir. Donc aujourd'hui, on étudie 2 ou 3 possibilités impératives. Et on voudrait, dans la solution idéale, c'est presque faire un peu redescendre le parc du Pion jusqu'à Rondelli. Vous voyez, tout cet espace de verdure et le faire redescendre. La voie ferrée, probablement, non? Ah, bah oui, ça, malheureusement, là, je ne peux pas enlever la voie ferrée. Hein. Oh là, non, mais ce que je veux dire, c'est. Ce fut un projet. Voilà, oui, il y avait un projet. On a un merveilleux espace au parc du Pion. Intéressant. Et on voudrait vraiment qu'on puisse continuer tout cet espace de verdure. C'est un des plus beaux endroits, je veux dire. Oui. Bon, mais imaginez, fermer les yeux, tout cet espace complètement déminéralisé et végétalisé, ça change tout. Hein. C'est une coulée verte absolument exceptionnelle. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'aménagement. C'est 7-8 ans. Entre le moment où on va prendre la décision et le moment où ce sera fini, c'est 7-8 ans. Mais ça veut dire études, concertation, discussion. Rien ne se fera sans qu'on puisse avoir des concertations. Vous ne voyez pas le début de travaux sur Rondelli 2 ans. Dans 2 ans. 2 ans. Les décisions seront prises dans 1 an et demi, après qu'on ait étudié les dossiers, fait de la concertation. Et le sujet étant tellement sensible, vous envisagez une consultation populaire Oui, je pense qu'on aura... D'abord, on va consulter les gens directement concernés, et ensuite, on peut très bien, en effet, faire un référendum d'intérêt local. Oui, je pense que c'est important. Pourquoi pas? On ne peut pas faire ce projet-là. Une fois encore, puis en plus, c'est l'entrée de ville de Menton. Je vous rappelle que c'est l'entrée de ville, on arrive... C'est la porte de France. C'est l'entrée de ville, c'est la porte de France. Donc on ne peut pas laisser ça dans cet état-là, mais on ne peut pas le faire sans que tout le monde... Enfin, tout le monde ne sera jamais d'accord, mais qu'on ait vraiment une majorité de Mentonnais qui soit pour un dossier ou l'autre. Pas d'autres questions? Oui. Et encore, concernant l'emplacement éventuel d'un supermarché, on sait très bien que le supermarché, il a peut-être une bonne façade devant, mais après ça devient un dépotoir derrière. Il n'y a qu'à voir ce... Oui, c'est vieillot et c'est pas trop bien. Alors il ne faudrait pas que ce soit préjudiciable pour le 5 étoiles qui est à côté. Non, mais c'est évident que si... Là, ça demande une organisation. C'est une sorte d'une mini-galerie marchande de qualité, avec comme ça se fait partout. Je veux dire, vous avez à l'extérieur des... Parce que quand on voit les abords du marché, je suis désolé, mais... Là, on ne peut pas laisser ça comme ça, on est d'accord. Parfait. Donc là encore, affaire à suivre, et on prend rendez-vous. Tous les grands projets... Tous les grands projets. Vous aurez des éléments plus complets à nous. Alors, un projet qui n'est pas grand, mais qui tient au cœur des Mentonnais, c'est le Quai Bonaparte. Ah, le Quai Bonaparte. Quai Bonaparte, on a commencé... On a arrêté. On ne sait plus rien et on ne sait pas. Alors, le Quai Bonaparte... Alors, donnez-nous des indications. Le Quai Bonaparte, les études, on avait plein d'études qui étaient faites, puisqu'on devait même démarrer les travaux. Alors, première chose qu'on peut dire, ce sera en double sens, ce Quai Bonaparte. Ce ne sera pas mis en sens unique.
Première chose, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse les gens. On remettra les palmiers, deuxième chose. Merci. Voilà, comme ça c'est aussi clair. Après, il y a une discussion et des concertations avec les restaurateurs, parce que ça me semble évident, ils sont les premiers concernés. C'est ce qui était prévu d'ailleurs. C'est ce qui était prévu, mais on va la faire, puisque pour l'instant tout a été arrêté. L'objectif c'est de redémarrer. Alors, on est obligé de démarrer des travaux en tenant compte aussi de la saison. On ne peut pas entamer des travaux. Absolument, mais maintenant c'est le moment. Voilà. Hein. Donc là, on va avancer et je pense que les travaux devraient redémarrer après la saison 2023. Voilà. Il y est question d'uniformiser, je crois, les emplacements des restaurateurs. Absolument. Comme on a refait la place Fontana, on a fait les ravalements, on a maintenant refait une partie, puis je déborde un peu, on va aussi travailler et réaménager la place Fornari, parce qu'on ne peut pas laisser l'hôtel Adhémar de Lantagnac dans cet état. C'est presque une honte de voir... oui, non, là il y a de quoi faire. Mais là c'est pareil, ça avance bien aussi, on en parlera alors encore une petite question. Ouais. Dimanche, nous avons défilé, vous le savez, avec les... Non. Je vais répondre. Non. Vous ne me voyez pas venir parce que vous allez voir ma question. Bon, allez, j'écoute. Quand je suis passé, moi, personnellement, en tant que mentonné, devant le jardin du Campaner, le score du Campaner, et que j'ai vu ce dépotoir des ordures et tout, j'ai eu honte en sachant qu'il y avait des gens qui venaient de Baden-Baden qui sont passés là. Franchement, c'est un scandale. Alors attention à la bouteille d'eau. C'est pas grave. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est un scandale parce que quel que soit, même si on avait d'ailleurs entre nous, même si c'était pas la Saint-Michel et même si c'est pas le maire de Baden-Baden, ça doit pas être dans cet état-là. Non, vraiment, écoutez. Donc là, vous avez pu voir qu'on a pris de nombreuses mesures sur les incivilités contre les jets de mégots. Les crottes de chien, appelons ça au lieu d'éjection canine, c'est plus simple de dire les crottes de chien. Les ordures sauvages, le dépotoir, la vitesse, le bruit. Il y a 6 arrêtés qui ont été pris. Vous avez vu la campagne qui a été faite d'information, d'affichage dans Menton. Je peux vous dire que tous les jours, on verbalise, mais il va falloir des mois et des mois pour que les gens comprennent. C'est 135 € à chaque fois. Oui, c'est très bien, mais ça ne va pas régler le problème. Si, ça va régler, parce qu'il faut les services, les pauvres, ils nettoient en permanence. Par ce dépôt là. Ils nettoient en permanence, mais je veux dire, c'est pas eux qui rejettent derrière les canettes. Non, c'est pas sérieux. Donc il faut vraiment qu'on mette un peu plus de gens à contrôler. Alors, aussi chose qu'on peut dire que depuis, on est toujours en arrêté sécheresse jusqu'au 15 octobre et que depuis 4 mois, alors qu'on est la pleine saison, on a de grosses difficultés parce qu'on n'avait pas d'autorisation de nettoyer dans certains cas la ville en utilisant les méthodes classiques de nettoyage. Ça n'a pas arrangé les choses. Mais je suis d'accord, c'est inadmissible. Il fut un temps où il était question d'enterrer justement le dépôt d'ordures, ce qui a été fait ailleurs. C'est prévu. Il y a 5 endroits où on va faire des ordures ménagères, des casiers ou pour les ordures ménagères qui seront enterrés. Il y en a déjà certains endroits où c'est, qui seront en plus intelligents, c'est-à-dire quand ils seront pleins, électroniquement, ça indiquera à la CAF qu'il faut venir les... Il faudra s'occuper quand même de cet endroit-là. Non, c'est prévu. Prévu. Merci. Un mot quand même, juste, puisqu'on parlait de la Saint-Michel. Je le dis, parce qu'on a dit qu'on se parlait franchement. Oui. La place du Cap, c'est dans mon cœur, donc on changera pas les choses. Ça nous fait plaisir. Voilà. Les anciens de la garde aussi, je pense. Bien sûr, mais ils font partie, les deux. Les anciens de la garde, la place du Cap. Oui, ce problème... je respecte tous les Saint-Michel. Monsieur le maire, ce problème pourra se régler si vous nous mettez autour de la table. Mais vous serez autour de la table. Vous, l'Église, les autres et nous. Bon, donc Camillo et Pépone. Je crois qu'il faudrait, pour que nos auditeurs comprennent, approfondir cette question, et disons qu'on n'est pas dans ce genre de débat pour l'instant. Donc là aussi, vous aurez votre rôle à jouer, et je pense que les choses pourront s'arranger. Tout à fait. Je voudrais aborder un autre sujet, et c'est celui du musée Cocteau. Ouais. Ça, c'est vraiment un sujet qui tient au cœur de nombreux Mentonnais. D'abord, rappelons que ce musée qui devait recevoir, qui a reçu d'ailleurs la collection Wundermann, a été construit pour recevoir cette collection, que c'était une condition sine qua non pour que les ayants droit cèdent cette collection à la ville de Menton. Il s'est passé une tempête qui a
envahir, ravager le musée, endommager une partie de la collection. Oui. Je viens d'apprendre d'ailleurs que vous avez eu gain de cause sur le remboursement de la restauration à hauteur d'un peu plus d'1 million d'euros. Ouais. Ce qui est une bonne chose, ce qui va vous permettre d'engranger ça dans le budget municipal. Ceci étant, le musée est fermé, bien entendu. Son avenir est fortement compromis compte tenu de l'endroit où il est. Oui. Encore que il y a peut-être des solutions. Alors, votre avis là-dessus et vos idées là-dessus et la situation exacte, notamment vis-à-vis des assurances. Alors, la situation vis-à-vis des assurances, c'est vrai que le musée il a été complètement ravagé. C'est des millions et des millions d'euros de travaux pour le remettre en état, ce qui ne veut pas dire que même remis en état, il pourra à nouveau recevoir les œuvres de Cocteau. Voilà, déjà premier point. Alors, les assurances, c'est une bagarre depuis 3 ans. Je pense qu'on va en voir à la fin de cette année. Vous leur réclamez combien là pour Là, je peux pas le dire. Vous pouvez pas le dire. Parce que si vous voulez, c'est une bagarre entre les experts. Bon, c'est sûr que nous on demande beaucoup. Eux veulent nous en donner un peu moins. D'accord. On essaye. On comprend pas. Ça, c'est une bagarre d'experts. Discussion actuelle. Je dirais. Ça a l'air plus favorable à la ville en ce moment que ça ne l'était il y a 1 an et demi. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est des bagarres d'experts à l'assurance. Je pense qu'on devrait arriver à une solution à la fin de cette année. Une fois qu'on aura, et tant qu'on n'a pas la solution, on peut rien dire, parce que ça implique, si vous voulez, dans les réflexions des uns et des autres, donc on se tait sur ce qu'on peut faire ou pas faire, mais en tout cas, on attend la fin de l'année. Mais dans votre recherche de solutions, on conserverait, on ferait une proposition à la famille pour conserver la collection. Quoi qu'il arrive, et en fonction de ce qui se passera, on a des discussions qui ont lieu avec la famille, et la famille, bien entendu, si on peut ou si on les remet au même endroit, il n'y aura pas de question. Si pour différentes raisons on devait les mettre dans un autre endroit, on est en discussion et on a plutôt un avis favorable en disant on comprendrait parfaitement. Seule chose qu'ils souhaitent, c'est que ça puisse être regroupé en entier et pas disséminé dans la ville. Mais sinon, ils sont favorables, ils comprennent très bien que c'est bien que ça reste à Menton. Très bien, c'est une information. Et vous pensez que ce musée pourrait éventuellement, ou la collection, disons, est-ce que la collection pourrait à nouveau être exposée en 2023 ? Non, honnêtement, en 2023, je ne crois pas, parce qu'on aura les réponses en fin d'année, je vous le disais. Le temps ensuite qu'on lance des travaux, si on devait, c'est 1 année à 2 années, 1 année minimum, c'est presque 2 années de travaux, quel que soit quoi qu'on fasse du musée Cocteau. Et après, si on doit les mettre dans un autre endroit, il faut préparer l'endroit pour le mettre, et il faudra encore certainement... Donc plutôt 2024. Oui, à mon avis, ce ne sera pas mis en place avant la fin 2024. Parfait. Il est 19h52, ça fait maintenant 52 minutes que nous sommes ensemble. On s'en rend absolument pas compte. Déjà, il y aurait des tas de choses, bien sûr, à discuter. Je ne voudrais pas terminer cette interview sans vous parler de Sciences Po, parce que là encore, très bien. On entend un certain nombre de choses qui... parfois peuvent inquiéter, parfois sont de véritables bobards. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous inquiet quant à la présence de Sciences Po à Menton ? Non, Sciences Po restera à Menton. Ça, c'est un engagement que vous prenez. Ah ben moi, l'engagement, attendez. Moi, je prends l'engagement. Après, je prends pourquoi je vous dis ça. C'est parce que, la directrice de Sciences Po, les anciens élèves, les élèves, le directeur général de Sciences Po, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, sont favorables à ce que Sciences Po reste à Menton. Maintenant, c'est pas moi qui dirige Sciences Po non plus. Disons qu'il y a eu des bruits qui ont couru un certain temps, que Sciences Po pouvait aller dans une très grande ville dans les Alpes-Maritimes. Oui, Nice, on peut le dire. Par exemple. On s'en est expliqué avec le maire de Nice, et j'ai dit au maire de Nice que je ne souhaitais pas du tout que Sciences Po aille à Nice. Voilà, c'était très clair, je lui ai dit de vive voix. Bon, mais il a entendu le message. Pour l'instant, les engagements, vous avez vu qu'on a fait une rentrée universitaire importante, où de très nombreuses personnalités sont venues. Le sujet a même été évoqué devant tout le monde, donc on ne s'est pas caché de l'intérêt que Sciences Po reste à Menton. C'est même le directeur général de Sciences Po qui l'a dit. Et justement, vous l'avez reçu. Oui, je l'ai reçu. Vous avez planté un arbre qui est un noyer.
Pardon ? Vous avez planté un arbre, c'est un noyer, je crois. Un noyer, c'est long à pousser, mais c'est majestueux. C'est un macadamia, donc ça veut dire que pendant pas mal d'années, ils vont rester là. Et je précise quand même que c'est 87 nationalités d'étudiants différentes pour 500 étudiants. C'est une chance, vous savez, qu'on ait Sciences Po Méditerranée avant. Une chance, bien sûr. Et un budget étudiant, c'est-à-dire ce que les étudiants apportent au commerce local d'environ 5 millions d'euros par an. Exactement. On avait fait une petite étude au sein de notre association et c'était à peu près le chiffre. Ce n'est pas négligeable. Menton est une ville universitaire. On a l'IUT, on a Sciences Po, on a l'école d'infirmières, puis il y a des projets pour que d'autres écoles viennent sur la région de Menton, enfin d'écoles universitaires viennent sur la région de Menton. Alors disons que Sciences Po a été bien traité à Menton, le bâtiment qui a été rénové pour une somme d'environ 9 millions d'euros. En tout cas, cette visite du directeur de Sciences Po Paris nous laisse penser que quand même, on a une chance. Oui, une grande chance. Mais en tout cas, je vais vous dire, même s'il y avait de nouveaux bruits qui sortiraient, j'irais au combat. Parce que les bruits courent. Oui, il ne faut pas écouter tous les bruits. Il faut bien Mais ma question était un peu plus précise. Jean-Claude Guibal avait exonéré Sciences Po de loyer, en quelque sorte. Est-ce que vous allez maintenir cette politique ? Oui, on va continuer, parce qu'il faut être objectif. Si à un moment on ne joue pas le jeu, il y a des villes qui n'ont pas les mêmes budgets que nous, qui ont proposé des sommes importantes pour les faire venir. Donc on va continuer à les exonérer, parce que le retour, il existe sur investissement, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc on va continuer à exonérer Sciences Po. Par contre, ils auront des obligations pour s'impliquer encore plus dans la vie, je dirais, locale et dans la vie universitaire et de développer. Alors ça aussi, non pas un scoop, on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps entre le directeur et le recteur de l'université de Nice avec celui de Gênes, et on va mettre en place avec Sciences Po des Summer Schools à Menton. Voilà. Bien. Alors, monsieur le maire, avant de vous demander de conclure cette interview, une petite question qui a agité un petit peu nos amis écologistes cet été, à la suite des 3 escales de navires. Nous avons là encore entendu un peu n'importe quoi et son contraire. Est-ce que vous allez continuer cette politique en direction du tourisme de croisière? Du tourisme de croisière de qualité et intelligent, oui, c'est la réponse. C'est-à-dire, quand vous dites intelligent et de qualité, c'est des navires de 400 à 600 passagers. Entre 400 et 500 Parce qu'on a entendu là 2000, 3000. Vous savez, on entend n'importe quoi, une fois encore. Ce bateau, il est sorti des chantiers navals en Italie en 2021. C'est un des plus modernes et un des plus écologiques qui existent. Personne ne se pose la question quand il s'agit d'autres villes où il y a je ne sais pas combien de bateaux de 2, 3, 4, 5, 6 000 personnes. Jamais à Menton, ça. Jamais. Mais un bateau de 300-400 personnes, oui. Parce que quand vous avez 400 personnes qui payent des croisières très très chères et qui viennent à Menton dépenser leur argent, et qui auront en plus dans 5-6 ans un aménagement total avec des 5 étoiles, Rondelli, des jardins, etc. Oui, on continuera. Je peux vous dire que l'espérance que l'on souhaite, c'est environ entre 5 et 6 escales par an. Et pour éviter qu'il jette l'encre, est-ce que vous prévoyez un système d'amarrage, l'installation d'un môle? Quand j'aurai l'étude technique sur la SPL, on verra. Mais pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas prévu. C'est des très très gros investissements. Objectivement, aujourd'hui, non. Mais quand ils jettent l'encre, ils le jettent à un endroit très précis qui est autorisé par l'État, où il n'y a pas de Posidonie. Il n'y a pas de Posidonie. Parfait. Il est 58, monsieur le maire. Il vous appartient d'une petite conclusion, si vous le souhaitez, pour ce premier entretien que nous souhaitons, bien entendu, voir renouvelé quand il y en aura la matière. Alors, votre conclusion ma conclusion, c'est j'espère qu'on va se revoir bientôt. On l'espère aussi. Pourquoi? Parce que si vous êtes d'accord, ce que je vous propose, c'est une proposition, je ne sais pas si vous serez d'accord, je vous propose qu'on se voit une fois par trimestre. Pourquoi? Non, mais pourquoi? J'ai vu, ça c'est important. Une fois par trimestre, c'est pas grand-chose, mais une fois par trimestre, ça permet de montrer la lenteur d'évolution administrative des choses. Ça permet de montrer que malgré tout, les choses avancent et que certaines vont se faire. Et puis ça évite tellement j'allais dire un gros mot, mais je le dis pas, mais tellement de bêtises qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est tellement plus simple de se parler que d'aller raconter des fake news, n'importe quoi. Donc, puis si on peut pas, ça sera que 3 fois, mais au minimum 3 fois, et l'idéal ce serait 4.
Et merci de m'avoir invité. Oui, eh bien, monsieur le maire, merci de nous avoir fait confiance pour vous interroger aujourd'hui. On espère vous retrouver, bien entendu, et toujours dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire avec grand plaisir. Des questions ouvertes et tout à fait totalement libres. Merci, monsieur le maire. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci à Auguste Macari, à Jean-Marie Tomasi, à monsieur Yves Juel, maire de Menton et président de la communauté d'agglomération de la Riviera française. Bye bye à tous. Et je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'interview sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Bye bye. Fréquence Méditerranée, partout avec vous. FM, numérique, web, applications smartphone, réseaux sociaux, au travail.